au 3e étage. Et là, on est bien on est au 18 de la rue Jean Goujon, là, on est dans le 8e arrondissement. Ah, et c'est là qu'en 1950, Bourvil arrive pour la première fois avec son tout jeune enfant. Oui, il vient habiter là avec son jeune enfant qui a quelques mois, qui est son fils aîné Dominique. C'était là-haut, là. 16e arrondissement, boulevard Suchet au numéro 12. C'est ici que Bourvil s'installera définitivement à partir de 1954 avec sa femme et ses 2 enfants. Et d'ailleurs, il y restera jusqu'à la fin de ses jours. On imagine souvent la vie d'une vedette comme quelque chose de fastueux, plaçant des hôtels extraordinaires, etc. Alors je voudrais vous demander, quelle est votre vie, Monsieur Bourvil? En dehors du travail. À votre santé. Vous voyez, les personnes de la radio-télévision belge font bien des choses. Donc, à boire. Ah, il faut que je vous réponde à votre question, là. Ben, moi, je vis très, très simplement. C'est-à-dire que je vis avec ma femme et mes 2 enfants. On a une femme qui travaille chez nous, nommée Madeleine, qui fait tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Et j'ai un appartement confortable, naturellement, mais sans plus, quoi. Je prends mes repas le plus possible chez moi, sauf quand je suis en tournée, mais je suis en tournée rarement. Comme je fais beaucoup de théâtre, je suis très souvent à Paris, je prends mes repas le midi et le soir chez moi, parce que j'aime être avec mes enfants. Parce que si on n'adopte pas cette méthode, les années passent, et d'un seul coup, on se retrouve devant des enfants qui ont 15 ans, sont des hommes. Et on se dit, mais je ne les ai pas vus tout petits. Et c'est vraiment triste d'avoir des enfants et de ne pas goûter justement ces années-là qui sont si attendrissantes, quoi, de les voir grandir. Crier après, d'ailleurs, parce que ça se passe pas toujours. Vous avez dit une vie simple, en fait, ça doit pas être si facile que ça de mener une vie simple dans votre cas, parce que, enfin, en rue, par exemple, on vous reconnaît tous les 10 mètres. Moi, non, pas tellement. Surtout en ce moment, parce qu'il fait froid. Alors, je me couvre la tête pour préserver ma tête, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai plus tellement de cheveux. Si, bon. C'est l'instruction qui fait ça, vous savez. Dès que je force un peu dans ce domaine, parce que j'ai mon certificat d'études, n'est-ce pas, les cheveux tombent, alors j'arrête. J'ai arrêté d'ailleurs. Alors je vous disais, dans la rue, en ce moment, comme il fait froid, je suis très couvert, voyez-vous, j'ai mon petit cache-col, comme ça. J'enlève mon col, et comme je suis ridicule avec un chapeau, je mets une casquette. Et comme ça, j'ai l'air d'un voyou. Alors, les voyous, vous savez, on ne les aborde pas. Voilà. Alors Vincent, on est ici à Montainville, dans les Yvelines, à plus ou moins 3/4 d'heure de Paris. Et c'est ici qu'en 1955, Bourvil a acheté cette belle maison. Oui, tout à fait. On peut même appeler ça la maison du bonheur, parce que Bourvil adorait venir dans cette maison. Il adorait profiter de ce jardin, profiter de tous ses week-ends en famille, en nature. Au contact de la nature. Au contact de la nature. Et il adorait se promener dans son verger, magnifique verger. Et là, à 1,5 km d'ici, maximum, il y avait quelqu'un de très connu, un artiste très connu, qui est un des seuls d'ailleurs à être venu presque régulièrement rendre visite à Bourvil. Qui? Tu vois pas? Il y a un jour, j'étais en train de tondre ma pelouse, et je vois, dans mon champ visuel, je vois quelqu'un qui ouvre la barrière. Je dis, tiens, encore un casse-pied qui entre. Alors, je faisais semblant de ne pas le voir, puis je continuais à tondre, et ce personnage s'approchait de moi, en blue jean, habillé en homme de la terre, un peu. Je me retourne, c'était Brassens, qui voulait acheter une tondeuse. Il croyait que j'étais expert en la matière. Il me dit, tu pourrais pas me conseiller pour acheter une bonne tondeuse? Je dis, il y a tellement de tondeuses. Après, j'étais chez lui, il est venu chez moi. Comme ça, quoi, sans chichi, on mange au bord de la table, dans la cuisine ou n'importe où. Ça, j'aime ça. Et tout de suite, je suis devenu son ami. On devenait son ami en 5 minutes. Il était pas du tout, c'était pas du tout un paysan Bourvil. Il n'avait pas cette malice paysanne. C'était ce qu'on aurait pu appeler au XVIIe siècle un honnête homme, quoi. Et c'était un homme même assez cultivé. De temps en temps, il me guidait dans mes lectures.
Par exemple, il m'a fait lire Russell, Pourquoi je ne suis pas chrétien, un petit opuscule qui l'avait beaucoup frappé, qui l'avait beaucoup touché. Alors on a un peu parlé de théologie, métaphysique, enfin. Je ne serais pas capable de dire ce que nous avons dit à ce moment-là, parce que dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. J'aimais les chansons de Bourvil, j'aimais le ton qu'il avait, j'aimais surtout sa voix. Bourvil avait une très belle voix. Aujourd'hui, on mélange un peu tous les genres, on dit les voix et les chanteurs, tout ça. Il n'avait pas une voix de chanteur, il avait une voix persuasive, une voix convaincante. Et même en chantant les cartes postales et les crayons, il y avait une espèce de tendresse dedans sous-jacente là qui me touchait. Je ne pense pas l'avoir inventé, elle y était, puisque par la suite ça a continué dans d'autres chansons. Je ne pouvais pas entendre Bourvil sans ressentir une certaine émotion. Au bon temps, des rois fainéants. Bonjour Gervaise. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la nièce de Bourvil. Voilà, oui, la nièce de Bourvil. Et on est avec vous ici sur la plage de Saint-Aubin, Oui. à quelques kilomètres seulement de Bourvil. Et c'est la plage donc où Bourvil passait toutes ses vacances, avec vous d'ailleurs. Voilà, il nous emmenait tous les étés, tous les cousins et les cousines. Et donc on partait le matin, il nous emmenait le matin, on revenait le midi pour déjeuner. Et on repartait vers 14h, 14h30 pour se baigner à nouveau. Comment est-ce qu'il était en vacances comme ça? Il était détendu ou il était... Ah oui, il était superbe. Bon, vite, les enfants, faut aller à la plage, apprendre à nager et profiter. Voilà, il s'occupait de nous. Voilà, c'est lui qui nous a appris à nager. Ici dans la mer, ici qu'on voit. Là. Dans la mer, voilà. Il y a voilà. peut-être encore des traces. Peut-être. Mais avant, il nous mettait sur une chaise Oui. et il fallait faire les mouvements. Ah, il apprenait alors les mouvements. D'abord sur une chaise. Très technique. Voilà, il fallait bien et après on allait à Saint-Aubin. Et est-ce qu'il était sévère avec vous? Vous étiez enfant avec ses fils, vous étiez tous ensemble. Est-ce qu'il était un tonton sévère ou un tonton gentil? Comment est-ce qu'il était en fait dans la vie? Il était gentil, mais il fallait respecter les règles, à savoir on déjeunait à telle heure, on obéissait quand même. Il fallait, oui. Est-ce qu'il était souvent reconnu ici sur la plage? Est-ce que les gens venaient le trouver ou... Oui, il était reconnu, mais les gens le laissaient. Tranquille, oui. C'était de toute façon une plage assez calme, assez familiale. Donc on le voyait, on lui faisait un petit bonjour et ça passait, quoi. Et donc Bourvil ici était en vacances. Est-ce que, comme on dit, il se laissait aller? Donc est-ce qu'il voulait quand même profiter de faire des bons repas? Est-ce que les vacances pour lui c'était synonyme de plage et de bonne bouffe, comme on dit? Ou bien est-ce que c'était quelqu'un qui faisait particulièrement c'était attention? quelqu'un qui avait une règle de vie très stricte. Donc le midi, il ne fallait pas trop manger, il fallait faire attention. Lorsqu'on allait se baigner l'après-midi, il fallait attendre au moins 2 heures, 2h30 que la digestion se passe. Et donc le midi, il mangeait peu, on faisait attention. Hein. Il était attentif à la santé de ses enfants. Voilà, à la nôtre, oui. Moi, j'avais tendance à grossir, être un petit peu boulotte. Il me disait toujours, Gervaise, mais fais attention à toi, tu verras plus tard. Et donc, il faisait très, très attention. Parce qu'ici, évidemment, en Normandie, on mangeait la bonne crème, on ne sait pas cuisiner sans du beurre, de la bonne crème. Et il faisait très attention à sa ligne. Et donc, après un bon repas le soir, lorsqu'il en faisait, il allait se promener pendant 2 heures après. Promenade digestive, voilà. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Comment est-ce que vous pouvez expliquer l'engouement que le public a encore actuellement pour Bourvil, 30 ans après sa disparition? Je crois qu'il y a un message qui est encore d'actualité, qui passe à travers tout ce qu'il a fait, de bien ou de moins bien, mais je crois que c'est toujours le même message. C'est cette idée que chaque homme, chaque femme recèle en lui quelque chose de une espèce de trésor d'humanité, et que même les gens qui se présentent au début comme des bénets ou qui sont des gens écrasés par la vie ont des capacités à faire des choses qui sont des choses belles, généreuses ou drôles ou sympathiques, que la vie n'aura pas toujours laissé l'occasion de montrer, et qui à l'occasion
l'histoire racontée dans le film leur donne l'occasion de montrer. C'est le thème du Cornio, du côté comique, c'est le thème évidemment de Fortuna, du côté dramatique. C'est ça le message, et je crois que ce message est toujours actuel. Est toujours actuel et parle beaucoup. Et parlait-il beaucoup de son métier en famille? Est-ce que c'est un sujet qu'il abordait quotidiennement, ou bien il était plutôt discret, il restait... Ah non, il en parlait. Il en parlait beaucoup? Il en parlait. Il demandait, au besoin de notre avis, qui prenait, qui laissait, mais il en parlait. Je le faisais réciter ses textes de temps en temps. Oui, en vacances, il amenait des textes. Il était très consciencieux, c'est-à-dire qu'il n'arrivait jamais sur un lieu de tournage sans connaître son texte. Ce qui est pas impossible. Vous savez comme moi comment se font les tournages, donc c'est relativement lent. C'est toujours possible d'apprendre son texte juste avant la scène. Il y a toujours un petit peu de perte de temps. Mais c'était un homme extrêmement consciencieux, donc il connaissait son texte avant. Et je lui ai fait répéter des textes. Quel genre d'homme était-il en famille, en dehors du cinéma, en dehors des plateaux, en tant que père de famille? Ben, j'aurais tendance à vous dire deux choses, que c'était un père comme les autres, en dehors du cinéma. Cela dit, c'était un homme gai. À la fois gai et tendre. Est-ce qu'il avait des principes? Ah oui, c'était un homme qui privilégiait le travail, l'honnêteté et le respect des autres. Et je crois que c'est ça qui m'a légué, et à mon frère aussi. Je pense que ces valeurs-là, et ça c'était permanent chez lui. Comment est-ce que vous viviez la grande notoriété de votre père? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vos amis vous en parlaient? Parce que c'était quand même, je veux dire, une star incroyable, donc tout le monde le reconnaissait dans la rue. Comment est-ce que vous avez vécu? Parce que pendant l'adolescence, à l'école, tout ça, je veux dire, ça va être quand même quelque chose de particulier à vivre. D'abord, c'est une expérience unique, c'est-à-dire que je n'ai pas l'expérience de n'avoir pas connu ça. Donc pour moi, ça a toujours été une donnée. L'autre chose, c'est que ça imposait des règles de vie. C'est-à-dire que on ne pouvait pas aller à la fête foraine, par exemple. Ça, c'était inenvisageable. Parce que c'est des choses qui lui auraient plu. Mais il me disait, je peux pas venir avec vous. Ça, c'est pas possible. Il y a quand même des choses qu'il ne faisait pas à cause de sa notoriété. Ah oui, il y a des choses qu'il faisait. Oui. Il y avait des lieux publics dans lesquels il n'allait pas, parce que sinon, il s'en sortait pas. Il n'était pas furieux. Il disait toujours, c'est parfois ennuyeux d'être reconnu dans la rue, mais c'est pire de ne pas l'être. Alors, c'est une bonne philosophie. C'était une philosophie. Est-ce qu'il y avait beaucoup de comédiens qui venaient chez vous à la maison, qui étaient assez intimes avec votre père, ou est-ce qu'il vraiment il séparait sa vie publique de sa vie privée? La période durant laquelle il y a eu le plus de gens qui sont venus, c'est la période de la Bonne Planque. Parce que c'est lui qui avait décidé de faire cette pièce, et une partie des répétitions se sont faites chez moi, enfin chez lui. Ah oui. Donc un bout de répétition, une partie. La mise en place du texte, je suis pas un grand spécialiste, mais il y avait une période où ils testaient les répliques les uns sur les autres, sans véritablement mettre la pièce en scène. C'était pas des répétitions dans un théâtre, et ça s'est fait dans la maison de campagne de mes parents. On a d'ailleurs après récupéré une partie du mobilier. C'était une pièce de boulevard classique, donc ça se passe dans l'intérieur de quelqu'un, et une partie du mobilier est restée chez nous, parce que je crois que c'est lui qui avait participé à la production. Je ne sais plus s'il était le seul producteur, donc une partie du mobilier est restée chez nous, et pendant des années, dans une petite pièce qui servait pas beaucoup, on a eu le canapé de la Bonne Planque, qui était extrêmement dur et extrêmement inconfortable. La télévision rediffuse chaque année, évidemment, une quantité de films incroyables avec Bourvil. Est-ce que vous les regardez quand ils passent, ou est-ce que vous les avez tous vus et revus? Je les ai à peu près tous vus, donc j'ai eu l'occasion d'aller voir récemment un film que je n'avais jamais vu, qui est Tout l'or du monde, et j'ai regardé ça comme un spectateur. Vous faites vraiment la part des choses. Vous ne voyez pas votre père spécialement chaque fois à l'écran, vous voyez comme un spectateur. Non, je revois mon père dans les interviews, parce que là, il n'y a pas le jeu, c'est complètement différent. Une fois que le film part, c'est l'acteur. C'est l'acteur, et c'est une histoire qu'on me raconte, et puis je suis. Alors, je retrouve des tics, des façons de se comporter, mais l'histoire m'emporte. Si je le retrouvais trop, ça serait mauvais signe. Ça voudrait dire que il incarne pas le personnage. Et dernière question, une émission comme celle-ci qui retrace, on a essayé le mieux qu'on peut de retracer toute la carrière de votre père.